Bonsoir. Sorry for not speaking English very well, and thank you very much to Mama for the invitation, to Peter, to Xenia and others for your help and for the translation and everything. I will read my lecture in French. I can understand English. I will try to talk in English if it's not too bad after my lecture. But you can follow the translation. The title is very important, the lost gesture. In the first version, since I sent my text a few days ago, it was proposed like as a translation, the forgotten gesture. But I prefer lost gesture because there is not about the question of memory, not the memory. The question of trust is has nothing to do, in my point of view, in his movie, with the memory, the question of memory. Je commence. Si parva licet componere magnis, écrit le poète latin Virgile dans les Géorgiques, en comparant le travail des abeilles à celui des cyclopes, les géants qui n'ont qu'un œil. S'il est permis de comparer des choses petites à des choses grandes. Cette comparaison du grand et du petit est une des formes de la démarche poétique. Elle réaffirme et admire l'unité du monde au-delà des différences d'échelle. Le verbe latin componere, traduit par comparer, veut dire poser à côté. Or, le cinéma a le moyen, par le changement de grosseur de plan, de poser l'un à côté de l'autre le très petit et le très grand. Le cinéma a la possibilité, parmi celles qui relèvent de ce que j'appelle le réel cinématographique, de confronter dans des plans successifs des objets et des éléments d'échelles tout à fait différentes. Certains des effets de raccord les plus célèbres du cinéma sont basés sur ce saut d'échelle, peut-être peut traduire effectivement scale jumps, l'os jeté par un singe à la fin du prologue de 2001 de Kubrick, auquel se substitue un satellite par un pur effet de montage, et antérieurement à cela, l'allumette soufflée par Peter O'Toole au début du film de David Lean, Lawrence d'Arabie, et qui devient par montage le soleil se levant sur le désert. Le choc produit par de tels raccords provient cependant non de ce que le très petit devient le très grand, mais de ce que le cinéma a permis de les ramener sur l'écran à une échelle commune, matérielle, c'est matériel sur l'écran, celle de leur dimension dans le plan, dans le cadre, donc dans le réel cinématographique, tout en conservant leur incommensurabilité d'échelle dans l'histoire, la diégèse, donc dans le réel diégétique. Le cinéma est un art qui a beaucoup de rapport avec la poésie. Plusieurs de mes amis en France ne savaient pas comment considérer Tree of Life de Terrence Malick. Je leur ai dit considérer cela comme un poème. Cela les rassurait, ils se sentaient autorisés à aimer le film. Mais il faut rappeler que beaucoup de grands poèmes sont narratifs. Eugène Onégine de Pouchkine, La légende des siècles de Hugo, La divine comédie de Dante, l'Élusiade de Camoens et bien sûr l'Iliade et l'Odyssée. Tree of Life est un poème, mais c'est un poème narratif. Pourquoi, dans ce film sur une famille du XXe siècle, mettre en rapport la vie d'une petite famille avec ce qui s'est passé autrefois pour un dinosaure? Est-ce que cela est un simple effet poétique? Cette déjà célèbre et pourtant si brève séquence des dinosaures que vous venez de voir, vers le début, not just at the beginning, but 20 minutes after the beginning, of Tree of Life, nous montre une de ces bêtes. Par une, il faut lire un individu particulier de l'espèce, celui-là que nous voyons sur l'écran, qui pose brutalement une de ses pattes, comme s'il a posé un tampon sur la tête d'une autre bête plus petite, affaiblie, agonisante, puis la grosse bête relâche son emprise et s'éloigne. Et on ne peut décider de ce qui s'est passé. Cela se serait produit une fois, en un moment précis, en des temps où il n'y avait ni horloge ni calendrier, sur le bord d'une rivière, auquel encore nul n'avait donné de nom, et il n'y en aura jamais de traces. C'est perdu, pas oublié, perdu à tout jamais, sauf dans un film. Cette scène, je la trouve merveilleuse, non par la qualité particulière de sa réalisation, elle est faite avec les moyens du moment,
ceux de l'image de synthèse, là où il y a 30 ans, Malick aurait pu employer des créatures articulées ou de l'image par image, stop motion. Mais cette scène est merveilleuse par l'idée qu'il apporte et qu'elle ose incarner. Il s'agit selon moi de produire comme tel, non comme fondateur ou inaugural, mais comme un événement solitaire perdu dans la nuit des temps, un minuscule épisode ponctuel, absolu, tel que le cinéma peut se permettre de le fabriquer et de le faire advenir en cette ère que l'on assimile à l'ère du non-événement, puisque c'était bien avant l'homme. Or, le film Tree of Life raconte aussi que des centaines de millions d'années plus tard, au même endroit peut-être, nous ne savons pas, un Américain moyen et obscur joué par Brad Pitt, un négligé de la grande histoire, père de famille malheureux, a le tic, éprouvant pour ces 3 garçons, de leur passer la main à tout propos dans les cheveux, sur les épaules, notamment quand la musique de Brahms, qu'il impose à la famille d'écouter pendant le déjeuner, le met dans un certain état physique, ce qui crée autour de lui une tension à peine soutenable. Voilà, je vois, ou plutôt je sens, un rapport avec le geste du dinosaure, et j'admire le pouvoir poétique du cinéma de tendre des ponts par-dessus les millions d'années et de poser à côté, de comparer le dinosaure et le père de famille, mais sans symbole. Ce n'est pas un symbole, il n'y a pas de symbole. Si vous regardez bien le film, l'ensemble du film, vous y verrez innombrables des mains. Celles de l'adulte, mais aussi les mains des enfants, des garçons, qui, en répétant les uns sur les autres ces gestes d'emprise, peuvent les jouer, jouer avec, jouer entre frères, libérer l'énergie mauvaise en tendant leurs mains vers le soleil, vers l'air, en dansant leur tension. Ce film est aussi de la danse. Hein, c'est la plus grande danse. Dancing. Il y a, tout le monde le sait, de l'animal en nous. Nos mains sont prédatrices et à la fois pleines d'amour. Mais s'il y a aussi de l'amour en nous, cet amour dont nous illuminons notre représentation de l'univers, pourquoi ne pas mettre l'amour dans l'histoire, celle de l'évolution des espèces? Ne peut-on se représenter la scène du dinosaure, à la fois quand il pose sa patte et qu'il la retire, comme un premier flash inconscient d'amour vers un autre animal dont personne n'aurait été témoin? Y aurait-il eu un évolutionnisme de l'amour? L'amour comme geste de lâcher prise, release its grip. On peut en sourire, mais je trouve que cette idée, c'est du moins ce que je comprends, de mettre le dinosaure dans l'histoire de l'amour n'est pas à imputer à une religiosité nationale que les Américains hériteraient par naissance et éducation. C'est leur pays aussi, sa géographie qui suggère de tirer ce trait entre des aires démesurément éloignées. Sur la plus grande partie du territoire des USA, en effet, il y a 2 siècles, à part les groupes amérindiens très localisés, qui ont été massacrés ou spoliés, il n'y avait effectivement personne, juste de la vie animale. Sans compter ces grands sites sur lesquels il nous semble voir, à l'œil nu, l'âge colossal de la Terre, comme le Grand Canyon, le lieu même où aujourd'hui des chrétiens fondamentalistes que l'on peut croire fous, ils le sont probablement, emmènent leurs adeptes pour leur prouver que la Terre est récente. Quand Malick, lui, montre que c'est très vieux, immense, démesuré, mais que l'amour est le seul sentiment à l'échelle de cette énormité. Et puis, si l'on veut une référence poétique, il faut ouvrir le livre de Job, cité plusieurs fois dans le film de Malick, ce texte biblique incroyable qui mélange tout, et notamment toutes les échelles. On a rapproché cette séquence du dinosaure, à juste titre, de la scène de l'os et du satellite artificiel dans le film de Kubrick, 2001, l'Odyssée de l'espace. On se rappelle que le film de Malick commence il y a très longtemps, à l'aube de l'humanité, Dawn of Man, dans une lutte avec un clan de singes. Le meneur du clan, celui qui a reçu une illumination, utilise l'os pour frapper un adversaire, singe, et l'autre limite, comme si c'était le premier outil. Dans un geste de triomphe, après sa victoire, il jette l'os dans le ciel. Et cet os, tournoyant au ralenti dans le ciel diurne, est remplacé, sous fond de nuit interplanétaire, par un vaisseau spatial de forme allongée. Cette vision est enchaînée à une série de plans d'objets spatiaux tournant autour de la Terre et de son satellite. L'un d'eux, en forme de flèche, se dirige vers une station orbitale en forme de roue. Nous comprenons que nous sommes en 2001, bien que la date ne figure que dans le titre du film et ne soit jamais évoquée au cours des dialogues ou dans les images. L'os jeté en l'air par le singe est montré comme un événement lointain et d'avant l'histoire, mais en même temps, le satellite, par un effet de montage, est montré comme la conséquence. Le raccord dans le film de Kubrick a donc été celui d'un objet qui retombe sur un objet qui ne retombe pas. C'est le triomphe d'Icare, Nietzsche
au réalisateur. La victoire sur la pesanteur, montrée de cette façon, rappelle la griserie qui s'attache à l'expérience au cours de laquelle le petit humain se tient debout pour la première fois et marche. La pesanteur, justement, oubliée par la suite dans les 2 épisodes interplanétaires du film de Kubrick, revient à la fin du film. Si l'os lancé par le singe n'a pas été vu jusqu'au bout de sa retombée, le verre qu'a frôlé Dave dans la chambre où il vieillit tombe et se brise. Une trajectoire se referme et le raccord magique n'a pas conjuré le cycle du déclin. Ce raccord a fait cependant, dans l'intervalle, qu'une partie de ce qui a été lancé n'est pas retombée. L'ellipse du raccord, dans le film de Kubrick, est non seulement celle de millions d'années d'évolution, mais aussi celle du tout petit événement de la chute inévitable de l'os. Elle éternise, au-delà de l'homme, un triomphe. Formellement, le film de Kubrick et le raccord de Kubrick, est une pure parataxe. On appelle en linguistique parataxe la juxtaposition de différents éléments sans terme de liaison qui créerait entre eux un rapport de temporalité, de causalité, de logique, et hypotaxe le contraire, c'est-à-dire la mise en rapport d'éléments différents unis par une relation explicite de causalité, de subordination, etc. Une partie de la littérature et du cinéma contemporain use et parfois abuse de la parataxe. Il y a ceci et en même temps cela, et ensuite il y a cela, et c'est au spectateur de se débrouiller pour créer, s'il le veut, un lien. Mais ici, chez Kubrick, le lien est suggéré par le montage comme un lien de cause à conséquence. Le montage relie l'os et le satellite. Dans le film de Malick, la séquence du dinosaure est isolée du reste de l'histoire. On n'y entend aucune voix, aucune parole, et nous voyons le gros dinosaure s'éloigner. Son geste de lâcher prise, release its grip, n'a duré que 3 secondes, et la suite ne montre pas que l'événement a laissé une trace. Le geste de lancer l'os chez Kubrick était un geste de fierté ou de triomphe, c'est le rêve d'Icare. Le geste de lâcher prise, un des gestes les plus courageux et les plus grands que puisse faire un être humain, ici, ou un être, n'a d'autre conséquence que lui-même. En cela, les films de Malick sont eux aussi parataxiques, mais d'une façon très personnelle, qui n'est pas seulement, comme c'est trop souvent le cas, l'application mécanique d'un procédé. Ces films parlent aussi du fait que le cinéma peut être le témoin de ce qui ne laisse pas de traces. Pas la mémoire, le témoin. Le témoin de ce qui ne laisse pas de traces. Les 3 premiers films de Malick traitent aussi de la question du souvenir, de la trace. N'oublions pas qu'ils se situent tous les 3 dans un passé. Dans Badlands, le premier film de Malick, à maintes reprises, on voit que Kit, le tueur en série joué par Martin Sheen, veut laisser des traces de son étrange et sanglante aventure, à commencer par un enregistrement de sa voix sur un disque de voice-o-graph. Ce disque, annonçant son suicide et celui de Holly, est censé égarer la police, mais il le laisse dans la maison du père avant de la brûler, sans envisager que l'enregistrement brûle avec lui. Plus tard, dans la maison de l'homme riche, ce sont des propos que Kit tient devant le micro d'un magnétophone. Plus tard encore, au cours de leur fuite, ce sont des objets qu'il enterre pour qu'on les retrouve dans plusieurs siècles, dit-il. Enfin, n'oublions pas le pauvre tas de pierres érigées, le cairn, très provisoire, que Kit installe à l'endroit où la phoniste finit par l'arrêter, avant de lever les bras en l'air, comme s'il croyait que ce simple monument devait durer. Malick déclarait à la revue française Positif à propos de ce film, quote, « Le sentiment de tristesse qui émane du film en conclusion vient en partie du fait que la fille, sa meilleure historienne, jouée par Sissy Spacek, played by Sissy Spacek, vit une autre vie, si bien que son histoire coule à pic sans laisser de traces. » End of quote. Ce qui est démenti par le film lui-même, trace du sans trace. Dans Days of Heaven, le second film de Malick, les traces qui restent de la période racontée sont données sur le générique de début et la suite du film n'y revient plus. Ce sont des photos d'époque sur lesquelles nous avons entendu la musique de Saint-Saëns et où l'on voit des gens d'autrefois, tous anonymes, et qui dégagent une étrange émotion. Des gens qui ont vécu, souffert, des gens du peuple, des gens de la rue, parmi lesquels se glisse un personnage de fiction, la confuse narratrice incarnée par Linda Mance. Une narratrice hallucinatoire dont nous doutons qu'elle puisse construire une histoire cohérente et durable des événements auxquels elle a pour une grande part assisté. Comme de juste, lorsque Bill, le personnage joué par Richard Gere, a été tué par ses poursuivants,
nous n'assistons à aucune scène d'interrogatoire des survivants. L'histoire de Bill semble enfouie, aucun article de journal ne constitue son tombeau, et par la suite, aucune des 2 femmes survivantes n'évoque en mots ce qui s'est passé. Dans beaucoup de films d'autres réalisateurs, des photos sont prises par des personnages ou par un photographe professionnel et matérialisent la trace, si fragile soit-elle, de ce qu'on a vu. Enfin, dans le 3e film de Malick, The Thin Red Line, épisode de la guerre du Pacifique, nul chroniqueur n'est là, nul photographe, nulle caméra. Lorsque les soldats repartent, aucun n'évoque la mémoire des tués, mais tout se passe comme si, au-delà de tout monument matériel et verbal, la vie de ceux qui sont morts avait transmis son étincelle aux vivants. Merci.